Merci beaucoup. J'allais vous dire, mesdames, messieurs, que j'espérais que vous ayez pu prendre quelques jours de repos. J'espère que vous avez pu vous ressourcer. J'en doute pas, quand je vois l'énergie qu'il y a dans cette salle. Nous sommes plus de 1500 aujourd'hui. Alors c'est vrai que ça devient une habitude d'avoir une participation forte dans le parti et c'est une bonne chose. Ça montre l'énergie, les compétences et la volonté aussi de développer notre projet et de le porter partout, dans nos communes, dans nos quartiers et dans nos villages. Mesdames, Messieurs, en juillet, nous avons réussi à apaiser notre pays. Le CDH a travaillé largement à finaliser la 6e réforme de l'État. J'aperçois Melchior qui n'y est pas pour rien, d'autres dans cette salle, pour faire en sorte finalement qu'on puisse offrir, avec d'autres partenaires, d'autres perspectives que des tensions communautaires. Nous avons aussi vécu cet été un changement de règne réussi. Bref, la Belgique va mieux. Les conditions sont donc réunies pour donner toute notre énergie à notre essentiel humaniste. L'éducation, l'emploi, le bien-être. Et pourtant, c'est vrai, les vieux réflexes ces derniers jours ont déjà refait surface. C'est la rentrée, avec beaucoup de sorties et quelques dérapages incontrôlés. Un appel au nationalisme, entre guillemets, qui serait l'élixir de jouvence pour dynamiser la Wallonie et notre bien-être. Voilà Rudy, qui s'essaye à l'haltérophilie. Bon, il a déposé les poids, ça va nettement mieux maintenant. C'est reparti aussi avec les vieux disques rayés. Charles et sa réforme fiscale. Charles et sa réforme fiscale. C'est comme la femme de l'inspecteur Colombo. On ne la voit jamais, mesdames, messieurs. On ne la voit jamais. On ne la voit jamais. Et puis, Olivier aussi était de sortie. Un peu triste. Que ça aille mieux. Alors, comme devant son barbecue de vacances, il essaye, tant bien que mal, de ranimer les braises des tensions communautaires. Alors il appelle Barthalède, viens souffler avec moi. Un beau petit couple, mais ça ne marche pas. Allez, mesdames, messieurs, sérieusement, quel coup de vieux par rapport à toutes ces sorties incontrôlées. A-t-on si peu d'imagination dans notre beau pays? Vous pensez, vous, que cette agitation va rendre la confiance nécessaire pour passer à l'action et pour entreprendre? Non, bien sûr. Ce que je vous propose, c'est de l'enthousiasme. De l'enthousiasme pour créer, construire, innover, pour penser aussi et agir autrement. Bref, c'est un coup de jeune. Nous avons choisi ensemble une approche et une méthode différentes. Nous avons pris le temps de la réflexion et du ressourcement à Louvain-la-Neuve, j'en parlais il y a quelques instants, nous avons eu un magnifique congrès. On vous le doit, à vous les militants, pour fixer le cap pour les prochaines années, celui du développement humain et de ses 5 leviers. Voici aujourd'hui le temps de se mettre plus encore à l'écoute des aspirations, des projets, des envies positives. Bref, c'est le temps de la participation. Nous voulons, ensemble, changer le cours des choses. Nous voulons une société nouvelle, qui doit être marquée par la collaboration plutôt que par la compétition. Nous voulons aussi une société du partage. Une société du partage plutôt que du chacun pour soi. De l'effort et de la responsabilité plutôt que du laisser-faire. Voilà le coup de jeune que nous donnerons. Notre projet repose sur la participation citoyenne. C'est d'ailleurs tout le sens et la raison d'être de l'opération IDH. Notre humanisme, c'est penser et c'est agir autrement. Alors, il n'y a pas de projet politique, d'après moi et d'après vous, sans participation active et sans responsabilité collective. Face aux défis, notre responsabilité politique, c'est de dépasser les horizons personnels et collectifs connus. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai souhaité lancer IDH,
Vous venez de voir, on vous a présenté les différents ambassadeurs. Mais IDH, c'est une magnifique opération de brainstorming politique. Aujourd'hui, IDH est en pleine phase d'expansion, de rayonnement dans chacun de vos arrondissements. Je vous demande donc, à chacune et à chacun, vous êtes très nombreux, d'aller à la rencontre de chaque citoyen, à la rencontre de ses rêves, de ses soucis, de son quotidien. Bref, être au plus près de la réalité sur le terrain. Car chaque citoyen est source d'inspiration, mais aussi de créativité. Il faut pouvoir répondre à ces aspirations et croyez-le bien, les citoyens seront l'oxygène de notre programme. Pour mener à bien cette opération ambitieuse, il y a ces 22 ambassadeurs, ils vont devoir faire émerger toutes les idées. Alors, toutes les idées, de la plus réaliste à la parfois plus utopique. Ils vont organiser beaucoup de forums, de débats. Il y en a une 50aine qui sont déjà programmés pour les prochains mois. Ils vous ont été présentés, ils incarnent parfaitement l'avenir. Alors pourquoi ? Parce que la force de nos régions, ce sont les jeunes. Vous le savez, c'est ma plus grande conviction. C'est aussi notre engagement. Sans jeunesse, pas de prospérité. Aujourd'hui, vous pouvez les applaudir. Aujourd'hui, je vous invite à vous mobiliser pour une cause nationale et européenne, l'avenir des jeunes. Les jeunes qui avaient 12 ans, j'ai Sébastien Michel qui a 19 ans ici devant moi, donc, en 2007, il n'a pas 12 ans, il avait un peu plus, à la veille de la crise, ils doivent se préparer aujourd'hui à entrer dans la vie adulte. Mais finalement, qu'est-ce que Sébastien a entendu depuis maintenant de nombreuses années ? On lui rebat, comme à l'ensemble des jeunes, les oreilles de crise à rebondissement. Bon, ils ont bien entendu qu'on cherchait des solutions pour relancer les marchés financiers, mais les humains dans tout ça. Pour nous, il n'y aura pas de génération perdue. La jeunesse, c'est l'atout majeur de Bruxelles et de la Wallonie. C'est un réservoir puissant d'énergie, de dynamisme et de compétences. C'est aussi le socle de notre nouvelle dynamique. Alors, mesdames, messieurs, ce n'est pas tout à fait un hasard, vous vous en doutez. Si l'éducation et l'enseignement sont devenus la charnière du plan Marshall 2022. Je remercie André, largement, d'y avoir contribué. Bien sûr, Marie-Martine également, qui est en pleine agitation positive avec son voisin. On nous annonce de timides éclaircies économiques et certains se disent déjà, c'est la proximité géographique, certains, mesdames, messieurs, se disent déjà, puisque ça va mieux, allez, on va pouvoir repartir comme avant. D'ailleurs, regardez, les bourses retrouvent leur forme, gling gling, les spéculateurs sont à la fête, allons-y. Non, nous ne pouvons pas repartir comme avant, pas le CDH en tout cas, nous voulons changer le cours des choses et nous le ferons avec cette force de pouvoir dynamiser, travailler avec cette génération qui arrive. Alors cette génération, elle ne regrette pas les 30 glorieuses. Elle n'a pas non plus la nostalgie du temps béni des colonies. Elle rêve tout simplement d'un avenir meilleur et d'un avenir différent. La première chose que nous devons à cette génération, c'est le droit de pouvoir inventer une autre manière de vivre, de travailler, de se loger, de communiquer, de penser aussi les rapports nord-sud autrement. À cette jeunesse abreuvée de sinistrose, nous voulons offrir la chance. La chance et le droit d'écrire ses propres projets. Nous ne perdrons pas notre temps à coller des rustines les unes après les autres sur un système qui est en train de les laisser au bord de la route. Laissons la jeunesse exprimer ce qu'elle a d'irremplaçable. Les jeunes ont cette force de créativité. Il faut pouvoir leur donner l'espace pour la développer, se dépasser, réaliser le meilleur d'eux-mêmes, pour eux bien sûr, mais pour les autres. Bref, et c'est extrêmement important dans une société, leur faire confiance tout simplement. Sur le plan politique, 3 combats majeurs doivent être menés pour créer de l'avenir. Alors vous y avez
travailler déjà ce matin, premièrement l'école, deuxièmement l'emploi, et enfin les lieux de vie et d'épanouissement des familles. Alors l'école. Après-demain, c'est la rentrée. Permettez-moi, mesdames, messieurs, d'y associer pleinement Marie-Dominique. Je l'ai eu encore au téléphone ces derniers jours. Son combat est une leçon d'humanité. Elle reviendra avec cette passion qui l'anime tant dès que cette parenthèse sera refermée. Et de la passion, il lui en a fallu pour engager près de 8000 nouveaux enseignants ces 4 dernières années, pour restaurer aussi un dialogue de qualité avec tous les acteurs de l'éducation en les respectant. Et je terminerai en vous disant qu'elle a passé le témoin avec tant de classe. Tant de classe. Merci de l'applaudir. Merci pour elle. Merci pour elle. Ce relais parfaitement transmis, mais Marie-Martine le prend avec toute sa jeunesse, avec brio, avec talent et avec beaucoup de passion. Alors c'est vrai, notre parti, reconnaissons-le, et j'en vois plusieurs dans cette salle, rassemble des femmes d'exception. Oserais-je ajouter de caractère. Bon. Mais c'est très bien ainsi, il n'y a pas de problème. C'est très bien comme cela, elles ont du caractère. Continuez, mesdames, on peut compter sur vous. Et la politique a besoin aussi de quelque part, de votre vision de la société. L'école, donc, elle doit être évidemment celle de l'épanouissement, l'école, mais aussi celle de l'efficacité. Elle doit pouvoir révéler les talents différents de chaque enfant. Elle doit pouvoir apprendre à créer, mais aussi et surtout à penser de manière nouvelle. À prendre tout simplement confiance dans l'avenir. Être un puits d'épanouissement intellectuel, mais aussi spirituel et culturel. L'école, mesdames, messieurs, et mes amis que ce soit Céline à Bruxelles, que ce soit André ou Marie-Martine plus particulièrement, dans cet axe important, emploi, éducation, formation en sont certains, Julie aussi. L'école, elle doit être aussi, bien sûr, efficace. Notre priorité, notre combat, c'est d'ouvrir l'école à l'entreprise et l'entreprise à l'école. En Allemagne, 1 jeune sur 2 suit une formation technique et la plupart le font en s'immergeant dans les entreprises. Nous voulons explorer cette 3e voie entre l'alternance et les stages d'observation, en activant les fonds sectoriels. Les bassins de vie sont des lieux privilégiés pour le faire. Les jeunes qui sortent de l'enseignement techniques, professionnels, doivent pouvoir trouver un contact avec les entreprises en collaboration avec les services d'emploi. Ces deux mondes, l'école, l'entreprise, doivent encore et davantage se parler. Aujourd'hui, déjà, des jeunes de l'enseignement technique réalisent des stages qui apportent de réelles qualifications chez Audi à Forêt, si je prends un exemple, ou ailleurs dans d'autres sociétés, dans les PME à Liège, mon cher Michel. Cette 3e voie, évidemment, elle doit pouvoir être pleinement élargie. Ensuite, et c'est une évidence, nous devons construire des écoles, en particulier dans les zones à forte pression démographique. Sur ce point, soyons pragmatiques, je vous le demande. Je vous le demande à vous, mais vous en êtes convaincus. C'est un appel que je lance. Je sais que parfois des considérations idéologiques sont toujours en embuscade, mais s'il vous plaît, là non, il n'y a pas de place pour cela. Tous les acteurs doivent se mobiliser autour de formules innovantes et aussi de partenariats innovants pour créer de nouvelles écoles. Par exemple, les pouvoirs publics, en ce compris les communes, devraient pouvoir investir dans la construction d'écoles et ces bâtiments pourraient très bien être utilisés par l'un ou l'autre pouvoir organisateur. C'est ce qu'on est en train de faire, notamment à Perouet, et c'est une bonne solution. Nous devrons aussi, évidemment, au-delà de cette nécessité de pouvoir répondre aux défis démographiques, et c'est la bonne réponse pour l'avenir. C'est la bonne réponse pour l'avenir. Nous devrons aussi faire entrer pleinement les nouvelles technologies dans le parcours scolaire.
Elles sont déjà aujourd'hui au cœur de l'économie et des relations sociales, de la vie en général. On doit pouvoir les comprendre, les maîtriser. C'est quelque part comme apprendre une langue. Alors dans le cadre de l'opération IDH, plusieurs d'entre vous ont déjà proposé d'utiliser de façon maximale tout ce qui est tablette, PC portable à l'école. C'est un défi bien sûr parce qu'il y a forcément un coût, mais c'est surtout pour nous une nécessité pour qu'il n'y ait pas d'exclus demain du numérique. Sortir de l'école avec des compétences à un métier, c'est une chose. Encore évidemment, faut-il pouvoir les concrétiser. C'est mon deuxième point, l'emploi. L'emploi et l'initiative. Pour cela, nous avons besoin d'un cadre fiscal qui crée la confiance, qui récompense le travail, qui permet finalement à chacun de pouvoir s'épanouir. Alors, mesdames, messieurs, pourquoi promettre une réforme pour après 2014 si ce n'est pour cacher la supercherie d'une promesse purement électorale? Ce n'est pas ça qui va restaurer la confiance. Notre réponse, notre révolution fiscale, elle repose sur 3 engagements. La simplification, l'équité et le soutien aux activités. Cette réforme, nous devons et nous pouvons la mener sans attendre. Donnons un geste immédiat par la suppression d'une gabegie libérale, mais aussi socialiste, les intérêts notionnels. Rien que cela, libéral et socialiste. Rien que cela, mesdames, messieurs, on peut le faire tout de suite et pas dire vous verrez plus tard, etc., nous permet de baisser globalement et immédiatement l'impôt des sociétés de près de 10%. Pour tout le monde, tout de suite, petites et moyennes entreprises, très petites entreprises et indépendants. Cela permettra aussi, mesdames, messieurs, de créer un incitant à l'investissement productif. Il est nécessaire de supprimer bon nombre de niches fiscales. Chaque entreprise doit être sur la même ligne de départ. Elle doit pouvoir se concentrer sur l'essentiel, sur le développement de son activité, plutôt que d'essayer de chercher la difficile sortie de ce labyrinthe fiscal qui a été créé ces 10 dernières années. Ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable en termes d'équité que certains aient les compétences fiscales fortes, elles doivent être fortes pour pouvoir effectivement avoir des déductions, que d'autres restent sur le bord du chemin, ou que certains aient les moyens effectivement de s'offrir des fiscalistes de haut vol pour pouvoir comprendre le système et attraper ces déductions fiscales. C'est inacceptable, tout simplement. Troisièmement, nous sommes en face d'un formidable défi, c'est réinventer notre manière d'habiter nos villes, nos villages, nos quartiers, créer plus de liens humains. Le défi démographique est majeur. La Wallonie et Bruxelles auront 600 000 habitants dans les 15 ans qui viennent. C'est énorme. On le sait bien, la réhabilitation ne suffira pas. Continuer à étendre l'habitat dans les périphéries des villes, à la campagne, ce n'est pas soutenable. Il y a quelques semaines, j'ai lancé avec notre centre d'études, le CEPES, une réflexion approfondie sur la création d'une nouvelle ville, de nouveaux quartiers. Alors, j'ai été impressionné par les réactions à cela. Certains ont trouvé ça magnifique, d'autres, oh là 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 là. Comment on peut oser, dans notre pays au XXIe siècle, proposer de créer de nouveaux quartiers, de nouvelles villes, quoi. Oh là là, on ne peut pas, c'est trop dangereux. Et pourtant, d'autres le font à nos portes et à nos frontières. Que ce soit à Bilbao, en mettant la culture au cœur même du projet. Que ce soit dans d'autres endroits, Fribourg par exemple, où là aussi on construit des nouveaux quartiers et quasiment une nouvelle ville. Il faut, pour pouvoir construire une nouvelle ville, 3 conditions. 3 conditions qui doivent être absolument réunies. Fédérer les populations locales, les forces vives régionales, l'ensemble des acteurs, le monde syndical, le monde patronal, l'ensemble des entreprises, l'ensemble des citoyens, pour les fédérer autour d'un projet d'aménagement qui fait sens, sans sectarisme. La concertation, c'est évidemment essentiel pour la convivialité des territoires. Et pour moi, pour nous, la nouvelle ville doit pouvoir aussi s'articuler autour d'un projet socio-économique fort, identifiant, comme l'a été par exemple l'université à Louvain-la-Neuve. C'est un bel exemple. Troisièmement, il faut évidemment que le projet favorise la bonne utilisation des matériaux et des énergies. On doit construire des villes ou des quartiers
dans des endroits évidemment qui sont adaptés pour cela, proches de réseaux ferroviaires, du réseau fluvial et d'axes autoroutiers. Mesdames, Messieurs, nous devons résolument pouvoir aller de l'avant pour repenser ces différents quartiers, pour faire en sorte que les générations puissent davantage se parler, qu'elles puissent être porteuses de développement humain, créer de la formation, des espaces d'activité et de créativité, intégrer les logements, les hôpitaux, les crèches et les maisons de repos. Bref, avoir ce mixte de générations qui crée ces liens humains nécessaires pour améliorer l'existence et le bonheur de chacun. L'école, l'emploi, les lieux de vie, c'est ça le développement humain. C'est cela aussi notre projet politique. Mesdames, Messieurs, chers amis, à cet égard, permettez-moi de faire un clin d'œil. Un clin d'œil au créateur de ce magnifique parc Paradisa. Il a d'abord été pris quelquefois pour un fou, par certains. Certains auraient d'ailleurs peut-être voulu l'enfermer dans sa cabane avec un entonnoir sur la tête, ou l'attacher à un arbre comme le barde d'Astérix. Éric Dombes, c'est pas vraiment Assurance Tourix. Vous allez voir cet après-midi ce qu'il a fait. Ce parc est devenu une référence européenne. Et c'est aussi une belle histoire. C'est aussi une belle histoire. C'est l'histoire d'un homme qui a décidé il y a 15 ans de s'investir sans compter pour redonner vie à cet espace naturel qui était alors, ici même, à l'abandon. Il en a fait un pôle majeur de tourisme et de développement économique, dans un partenariat où chacun finalement a pu tenir son rôle. Il a investi, il a créé l'outil, et la région a aussi fait son job pour le soutenir dans son projet. Eh bien, mesdames, messieurs, je le dis ici dans le Hainaut, à Catherine, à Damien, à Christian, à Carlo, à Antoine, à Véronique, à Salvine, à tous les autres et à tous les citoyens. Ce que nous voulons pour le Hainaut, et pour la Wallonie et pour Bruxelles, ce sont des femmes et des hommes debout, qui entreprennent, qui osent, qui développent leurs talents, qui explorent de nouvelles voies, qui ont aussi une place dans la société, qui prennent leur destin en main, qui créent des associations, des écoles, des espaces de vie ou de culture, et qui peuvent aussi compter sur le soutien des pouvoirs publics. Des hommes et des femmes qui tendent la main vers l'autre, parce que pour moi, on mesure le progrès d'une société à la confiance qu'elle accorde aux jeunes, mais aussi au respect qu'elle témoigne à ses aînés. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, le sens de notre humanisme démocratique. Ne subissons pas l'avenir. Ne vivons pas dans la fatalité ou la résignation, en disant oh, allez, nos enfants vivront moins bien que nous. L'avenir, c'est à nous de l'écrire. Nous devons prendre notre destin en main, façonner le monde, ouvrir une nouvelle page pour notre pays. Je vous invite, et les conditions sont réunies, c'est vrai. Moins de tensions communautaires, une Belgique qui va mieux. Mais je vous invite à voir toujours plus loin que les commentaires de café de commerce, plus loin aussi que les slogans, plus loin parfois d'une attitude très particulière qui consisterait à cultiver une vision dérisoire de nous-mêmes ou de notre pays. En Wallonie, à Bruxelles, en communauté germanophone, en Belgique, nous avons du talent, nous avons des ressources. Utilisons-les à bon escient, non pas pour bricoler avec les restes quelque part d'un monde révolu, mais pour imaginer, pour créer, pour construire, pour partager aussi, c'est le plus important, un vrai projet de prospérité et de développement humain. Alors Wallons, Bruxellois, avec nos compétences, avec notre passion, avec aussi notre plaisir de vivre ensemble,
debout, mesdames, messieurs, debout et en avant. Merci, bonne journée et bonne rentrée.